Allez, salut à tous et bienvenue pour cette vidéo. Donc, on se retrouve cette fois-ci pour parler Super Graphics, PC Engine, Turbo Graphics aux États-Unis. Alors, voilà, c'est une console que moi personnellement j'aime beaucoup au niveau de la ludothèque, cette PC Engine. J'ai aujourd'hui environ un peu plus d'une centaine de jeux en U-Card. Alors c'est vrai que dans le passé, voilà, je vous avais fait une vidéo autour justement de l'obsolescence de ces U-Cards, mais il faut savoir une chose, c'est que quand vous êtes fan d'un système, parfois c'est dur de faire ce qui n'est pas recommandé, on va dire, c'est-à-dire que vous avez envie de jouer à ces jeux d'époque, vous avez envie de participer également à, comment dire, au plaisir d'avoir la manette dans les mains, également de jouer sur une cathodique, de jouer également sur une télé avec prise antenne d'époque, ce qui est capable ce qui est possible aujourd'hui grâce évidemment voilà, aux télés modernes qui possèdent tous les canaux hertziens. Donc j'ai la chance de pouvoir jouer avec ma PC Engine. Alors je n'ai pas le format Core Duo, CD-ROM, mais vous voyez cette PC Engine qui reste une console vraiment d'un point de vue ergonomique, magnifique pour son époque. Alors c'est une console qui est passée par la restauration également, c'est-à-dire que c'est pas une console qui résiste beaucoup au temps. La première des pannes, quand vous voyez la console sur le côté, c'est la prise d'alimentation, parce qu'elle est de travers, et à chaque fois que vous mettez la prise dans les années 80, 90, à chaque fois que vous mettiez la prise au niveau du courant, ça avait tendance à faire bouger le circuit imprimé. J'ai changé sur la console régulateur tension, également j'ai refait le circuit imprimé qui était cassé, et ça malheureusement c'est un problème de structure de cette console de NEC à l'époque, où vous avez la version japonaise de la PC Engine où tout est écrit en anglais au niveau présentation avec la prise antenne. La sortie ici avec, vous pouvez mettre un RGB booster derrière qui a été fabriqué et inventé pour avoir une meilleure image. Sinon la prise antenne, sincèrement, moi je trouve que l'image est tout à fait correcte. Alors je tiens voilà, à remercier tous les gens voilà, qui ont regardé la vidéo sur la Super Graphics. Et je tiens à remercier les gens qui n'ont pas compris la vidéo, pour certains. Je m'explique. La Super Graphics, c'est une console qui arrive en fin de vie du côté de chez NEC. C'est une console qui se veut 16 bits pour concurrencer la Super Nintendo, la Mega Drive. Alors, il y a également une autre chose, c'est que la Super Graphics sort en décembre 89 au Japon. Et elle arrive du côté de la France janvier-février 90. Le temps bien sûr de l'importation, le temps également que Sodipeng fasse les modifications pour avoir le 50 Hz sur certaines consoles. Parce qu'en supermarché en 90, il n'y a pas forcément de télévision 60 Hz NTSC. Donc Sodipeng par définition va faire comme ils ont fait pour la PC Engine vendue dans les supermarchés Auchan et la Fnac, le BHV, ils vont modifier donc cette sortie et distribuent du 50 Hz au niveau du PAL. Alors, bien sûr, les gens vont avoir des jeux qui vont avoir une vitesse de jeu réduite quand ils vont y jouer. C'est un peu ce qui s'est passé avec Guillemot également, avec la Neo Geo. La Neo Geo, quand elle arrive en France fin 91-92, dans les magasins qui la vendent,
encore une fois BHV, la Fnac, la console est modifiée et vous avez ce signal PAL 50 Hz qui est intégré pour que ça se vende le plus possible, on va dire. C'est un peu ça l'idée. Maintenant, voilà, l'expérience de jeu est complètement galvaudée. On n'a pas forcément, on va dire, l'expérience de jeu d'origine des titres, c'est-à-dire que vous allez jouer par exemple à SCI, Chase HQ, Outrun, tous ces jeux de course de rapidité, les shoot 'em up, ça va aller un peu moins vite. Alors, vous me direz peut-être que toi t'es gamin à l'époque ou adolescent, tu vas pas forcément voir la différence parce que justement, tu as jamais vu la console tourner en 60 Hz au Japon ou dans un magasin. Parce que les gens qui les ont chez Shootgen avant que Sodipeng s'en occupe, qui font de l'import sauvage, d'ailleurs c'est ça qui causera la perte avec le procès de NEC et d'Hudson contre l'importation sauvage avec Shootgen, c'est ça qui causera la perte et la faillite de Shootgen à un moment donné, avec tout ce procès qui arrivera à un moment donné. Ce qu'il faut dire, c'est que il y a très peu de gens qui ont pu avoir l'expérience d'origine de la NEC dans les années 90 avec la PC Engine, la Core Graphics et la Super Graphics. Alors pourquoi j'ai mis dans ce titre putaclic, c'est la vérité, mais c'est pour faire comprendre aux gens, voilà. Quand tu regardes la vidéo, ensuite tu te dis oui en effet 5 jeux, c'est pas forcément intéressant vu que tous les jeux qui sortent avant sur la PC Engine, en format Core Duo, CD-ROM, Core Graphics 2, etc., Core Graphics 1, en UCARD, tous les jeux fonctionnent sur la PC Engine, la Core Graphics 1 et 2. La Super Graphics ne se justifie que si tu veux jouer à Ghouls and Ghosts, Aldans, Madu King ou 1941, voilà. C'est-à-dire que la Super Graphics, pour un mec qui avait à l'époque une PC Engine ou une Core Graphics, ça ne servait à rien de l'acheter, à rien du tout. Et je pense que, sincèrement, quand tu vois les articles d'époque dans les magazines, et on sait très bien, voilà, je vais vous montrer ça tout de suite parce que le but de cette vidéo, c'est de vous montrer justement ce qui s'est passé dans la presse jeux vidéo à l'époque. Et on a eu, voilà, clairement des gens comme JM Destroy, on a eu des gens comme par exemple AHL qui ont fait la promotion dans Joystick, Console Plus, Tilt, magazine de cette PC Engine Core Graphics. Les ventes n'ont pas décollé. Je vous rappelle juste un fait historique qui justifie voilà, la vidéo que je vous ai faite sur la Super Graphics. La Super Graphics s'est vendue en France, enfin dans le monde, hein, c'est même pas la France, hein, 75 000 consoles vendues. 75 000. C'est-à-dire que dans l'histoire du jeu vidéo, c'est une console qui n'a eu pratiquement aucun impact. C'est-à-dire que les jeux n'ont pas forcément marqué non plus les gens au niveau historique parce que c'est pas des jeux forcément, comment dire, mis à part peut-être 1941, mais il n'y a pas de jeu unique, voilà, c'est pas un Star Wing, c'est pas un Super Mario World, c'est des jeux qui existaient parfois sur d'autres consoles, c'est-à-dire que Ghouls and Ghosts, vous avez pu y jouer ailleurs, sur une version Mega Drive que les gens préfèrent par exemple, vous avez pu jouer à 1941 également sur d'autres consoles, mais peut-être downgradées, mais 1941, il y a eu d'autres versions de titres de Capcom qui ont été faits, qui ont été très bien réussis sur d'autres consoles et micro-ordinateurs. À l'époque, sincèrement, les joueurs qui voient la Super Graphics arriver sont pas forcément hyper hypés. Ils voient en effet ce Ghouls and Ghosts qui tourne, qui est impressionnant, qui est dans l'esprit des gens pratiquement similaire à l'arcade. Alors il y a quelques différences, hein. Par exemple il y a beaucoup plus d'arbres au premier niveau, il y a également voilà, les arbres qui se penchent comme sur la version arcade avec la tempête, les herbes, les tentacules sont un peu mieux animés en arcade, mais sur la Super Graphics c'est bien foutu. Il y a beaucoup de choses qui sont respectées, mais tu vois en fait, enfin je vous tutoie parce que on parle voilà entre nous. Ce que je vois par rapport, par exemple, à une Neo Geo qui tourne à l'époque à la Fnac ou au BHV, il n'y a rien d'impressionnant.
Par rapport aux gens qui voilà, jouent pour la première fois à Art of Fighting, Samurai Spirit, Fatal Fury et d'autres titres Neo Geo qui sont disponibles autour de déjà de 92, il y a beaucoup de titres qui n'ont rien à envier à la Super Graphics. Euh, Quand je vois Super Mario World au tout début de la Super Famicom, toi en tant qu'adolescent, pas en tant que, attention, pas en tant que collectionneur rétro gamer, ça vaut de l'argent, ouais, donc la Super Graphics c'est une super console. Non, en fait, faut pas voir les choses comme ça, c'est à l'époque, la Super Graphics, les gens n'en avaient absolument rien à faire. Euh, C'est-à-dire qu'ils pouvaient jouer déjà à tous leurs jeux sur la Core Graphics. Et il faut dire que sur 3 ans, c'est quand même la 4e console de NEC à investir le marché et à demander aux clients en fait de se procurer une nouvelle machine du côté d'Hudson et NEC. C'est-à-dire que toi, tu es fan de la PC Engine, t'es fan de PC Kit, t'es fan de plein de petits titres même adaptés de chez Sega, comme Afterburner, Altered Beast, Outrun. Il y a plein de jeux Sega qui sont sortis sur la PC Engine. Parfois, bah oui, meilleur que sur Master System, mais pas forcément meilleur que sur la Mega Drive. Il y a une petite légende urbaine également où on dit oui, la version PC Engine c'est la meilleure version d'Outrun. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que la version PC Engine, musicalement c'est vrai, est supérieure, mais graphiquement il y a plein de détails qui ont disparu par rapport à la version Mega Drive. Ça a été le cas également pour des jeux comme Heavy Unit, et il y a Airbuster également, il y a d'autres shoot'em up comme ça qui sont meilleurs sur Mega Drive. Après, il y en a qui vont dire oui, c'est normal parce que la Mega Drive était légèrement plus puissante sur certains points, etc., etc. Enfin, on va pas rentrer dans les débats techniques. Mais alors pourquoi la Super Graphics n'a intéressé personne à l'époque? 75 000 consoles vendues, les gars, je sais pas si vous imaginez, c'est un fail commercial énormissime. Aujourd'hui, les rétro gamers, les collectionneurs ne jurent que par ce que vaut un produit, que par l'argent. Ils sont même prêts à dire parfois que le meilleur run and gun c'est Metal Slug parce que c'est un jeu à 25 000 euros. Il y en a qui vont dire la Super Graphics c'est la meilleure console la plus puissante de tous les temps parce qu'aujourd'hui c'est une console qui vaut 900 euros sur Republic en boîte complète. Ouais, 900 euros les gars. C'est-à-dire qu'en loose elle est autour de 400 $ au Japon. Voilà, le temps que ça traverse l'océan, tout de suite à République, elle a pris 500 € de plus avec la boîte et la notice, et voilà, on sait même pas si c'est des notices reproduction comme ils aiment bien faire, mais voilà, c'est un petit spoiler. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que la Super Graphics n'est mise en valeur par les collectionneurs que parce que, en effet, elle est extrêmement importante au niveau de l'investissement. C'est-à-dire que des gens, encore dans leur imagination, parce qu'ils n'ont pas joué à cette console, pensent que Ghouls and Ghosts c'est exceptionnel, ceci, cela. Sincèrement, vous jouez à la version Mega Drive, vous allez me dire oui, musicalement c'est pas pareil. Mais attention, au niveau du gameplay, il y a match. Ensuite, vous allez jouer à 1941, et il n'y a pas sincèrement des jeux sur Super Nintendo à l'époque, ou des jeux sur Mega Drive, qui sont supérieurs techniquement. Thunder Force 3, Thunder Force 4, Axolay. Il y a même par exemple Rendering Ranger, il y a même également des titres Biometal qui est pas forcément hyper fluide au niveau de l'animation, mais il y a des jeux qui ont des mécaniques de gameplay sur la Super Famicom qui sont extrêmement intéressants. Il y a Gley Lancer sur Mega Drive, enfin, je veux dire, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que des titres comme Aldines, qui pour moi voilà, sont une torture à jouer. Je suis allé jusqu'au niveau 4, j'ai fait une phase de gameplay où j'insulte la mère de tous les programmeurs parce qu'à un moment donné, vous avez simplement 2 cm de marge au niveau de l'écran pour vous déplacer et éviter les ennemis, c'est insupportable. Les armes que vous ramassez n'ont aucune puissance, c'est-à-dire que c'est limite, faut même pas ramasser les satellites parce que les satellites que vous ramassez ne vous protègent pas, et ils tirent même pas parfois sur les ennemis, ils tirent quand ils ont envie, et c'est tellement fouillé à l'écran, il y a tellement de choses à un moment donné qu'on ne sait même plus où est le vaisseau. Enfin, vous avez regardé Soldier Blade, vous avez Gunhead, vous avez Final Soldier, vous avez comment dire, il y a des jeux comme même Saint Dragon qui sont très très moyens,
mais on prend du plaisir à y jouer. Voilà, on n'a pas forcément besoin d'avoir des trucs exceptionnels à l'écran, mais sincèrement, regardez Soldier Blade Gunhead. Si on vous disait à l'envers que ces jeux-là, il fallait une super graphics pour y jouer, vous seriez les premiers à dire oui, oui, c'est vrai, regardez, il faut absolument une super graphics, c'est génial la super graphics. Bah non, en fait, le jeu tourne sur la Core Graphics et la PC Engine d'origine. Et même pour vous dire, j'ai retrouvé un article où le premier jeu, je sais pas si vous le savez, mais qu'est-ce que c'est le premier jeu de la super graphics au Japon? Et vous savez où commence l'escroquerie de cette console? Parce que c'est vrai qu'on a amélioré le hardware pour essayer de concurrencer avec la Super Famicom qui arrive du côté de chez Nintendo, avec NEC, mais le premier titre qui est prévu sur la Super Graphics était prévu sur la PC Engine d'origine. Et oui, Battle Ace. Battle Ace, à la base, devait sortir sur la PC Engine normale. C'est-à-dire que la Super Graphics, quand elle sort au Japon, il n'y a pas de jeu. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps de développer des titres pour la console, parce que tout simplement, je vous le rappelle, sur 3 ans, 4 consoles différentes qui envahissent le marché au Japon de la technologie des nouvelles machines, les clients ne peuvent pas suivre. Les éditeurs ne peuvent pas suivre. Les programmeurs également, même de chez Hudson, n'ont pas le temps de faire un jeu. Un jeu, il faut entre 6 et 12 mois pour au moins faire quelque chose de correct. Un jeu, ça se programme pas en moins de 4 mois. C'est totalement impossible. Donc qu'est-ce qui se passe? Le premier Battle Ace, les gars, alors pour ceux qui ne le savent pas, je vous donne l'information, Battle Ace devait sortir sur PC Engine. Et là, en fait, la stratégie commerciale de NEC à l'époque, c'est de dire, on va sortir ce jeu, on va le locker au niveau de la U-Card pour qu'il ne tourne que sur la Super Graphics. C'est-à-dire, vous le mettez sur une PC Engine normale, le jeu ne se lance pas. Mais il y a je pense sincèrement que voilà, au niveau programmation, qu'est-ce qui s'est passé? Les mecs de chez Hudson ont voulu faire croire que ce jeu n'était que fonctionnel sur cette Super Graphics. Et ce qui est flagrant au niveau des ventes, c'est que les clients n'ont pas suivi, c'est-à-dire que eux ils ont vu en effet le fameux Ghouls and Ghosts d'Aima Kaimura arriver sur la Super Graphics. La Super Graphics n'a jamais été promue en fait pour faire vendre ce Daima Kaimura, c'est-à-dire que la Super Graphics sort comme un outil technologique du côté de chez NEC, mais à aucun moment on vend les capacités de la console pour faire tourner tel ou tel jeu. C'est-à-dire que les clients à l'époque, en 90, 91, 92, qui sont plus ou moins intéressés encore par les jeux sortis du côté de chez Hudson, voient quelque chose qui se passe. Hudson vend ses licences comme Bomberman et d'autres titres. D'ailleurs, Capcom va aller du côté de la Super Famicom et Nintendo. Ces mêmes jeux vont sortir sur Super Famicom. Alors en plus d'avoir la licence de Super Mario World, qui à l'époque, je vous rappelle, on a donc Mario Bros 1 et 2, et le 3 qui va arriver également, mais le Super Mario World, c'est une révolution totale par rapport à ce qui s'est fait avant dans les jeux de plateforme avec le mode 7, les effets de zoom, etc. Il y a un côté 3D au niveau du jeu de plateforme qui s'est jamais vu avant. C'est-à-dire que nous, on a l'habitude d'avoir les jeux en 2D vus de côté sur un plan ou un peu en isométrique, voilà, vite fait, façon vue de haut également, comme on a Die Hard, Piège de cristal sur la PC Engine, on a des jeux comme Ikari Warrior qui sont sur la NES, etc. Mais le côté plateforme 2D avec tous ces effets de rotation, de zoom, qui vont arriver également sur Castlevania 4, ça s'est jamais vu. C'est-à-dire que la Super Graphics n'est pas capable de faire ça. Et oui, la Super Graphics, encore une fois, je vous le dis, c'est une console dans l'histoire, et ça c'est une légende urbaine des collectionneurs rétro gamers qui ne se sont pas intéressés à ce produit-là et qui ont une méconnaissance totale. Ils jugent la machine par rapport à sa valeur qu'elle a aujourd'hui au niveau du rétro gaming. Et je vous rappelle juste à une époque, c'est que la Super Graphics, au niveau des brocantes, elle pouvait se négocier autour de 200 et 300 francs avec un ou deux jeux, la boîte et tout ça. Et ça c'est une vérité qui fait que même la Neo Geo n'est jamais tombée aussi bas
au niveau de l'intérêt des collectionneurs début année 2000. Ça, qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est un fait. Il y a eu quand même 75 000 consoles vendues dans le monde de cette machine. La Jaguar a fait légèrement pire, à 20 000 pièces, mais l'intérêt des clients à l'époque pour cette machine n'a jamais été aussi important que ce que des gens peuvent vous raconter sur internet. C'est une console qui, au niveau des titres, a une ludothèque tellement pauvre qu'au final, tu t'achètes une PC Engine aujourd'hui, tu peux jouer à 99% des jeux de la ludothèque de NEC et d'Hudson. Tous ces jeux qui sont sortis, tu peux jouer à tout. Aujourd'hui, tu joues à Afterburner, tu joues à Splatterhouse, tu peux y jouer sur PC Engine, t'as pas besoin de super graphics. Tu joues à R-Type 1, R-Type 2, tu joues à... y a plein d'autres shoot'em up là, je sais plus quoi, j'ai perdu les titres là, mais ces titres là, même les jeux de sport, hein, des jeux de sport, des jeux de Formule 1, il y a TV Sports Basketball, football américain, il y a Power Drift. Alors Power Drift, bon c'est pas un jeu exceptionnel, mais c'est des jeux qui tournent voilà, sur toutes les consoles de NEC, et aussi la Super Graphics en effet. Mais tu n'as pas besoin, à l'opposé de la Super Graphics, pour jouer spécialement à ce jeu-là. C'est pour ça que voilà, j'avais fait la vidéo, cette console Super Graphics est nulle et ne sert à rien. Parce qu'elle n'apporte rien au final au niveau, on va dire, de la ludothèque, des titres sortis sur toute l'histoire hein, de Hudson et NEC. Et surtout, la chose la plus significative, c'est que les joueurs n'ont pas été dupes à l'époque. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas adhéré à cette console et ils n'ont pas adhéré aux jeux sortis. C'est-à-dire que quand vous voyez par exemple Madou King, qui est un jeu avec un espèce de Gundam, avec une épée, et le mec il a deux animations pour aller taper sur des gens, sincèrement il est même pas dans le top 50 des meilleurs jeux de l'histoire de la PC Engine. Et sincèrement en plus, quand vous voyez des jeux comme Shubimnam et d'autres jeux comme PC Kid, vous vous dites à quel moment ce jeu sort sur Super Graphics exclusivement. Mais c'est simplement que à l'époque, Hudson et NEC n'avaient pas de jeu prévu pour cette console, mis à part 1941 et Ghouls and Ghosts. Tous les autres jeux qui sont sortis sur cette console auraient pu sortir et devaient sortir en effet sur la PC Engine. Et à un moment donné, les joueurs l'ont très bien vu également en testant les jeux, en y jouant, dans les magazines. Ils ont vu des tests également qui étaient déjà extrêmement corrompus dans le magazine Joystick, où parfois vous avez même GM Destroy qui va tester des jeux comme Aldines, et il va dire qu'il a fait que le premier niveau, le jeu est difficile, et il te met une note pas possible, 17 sur 20. Le mec n'a joué qu'à 1/5 ou 1/6 du jeu, et il trouve ça exceptionnel. Bon, sincèrement, je pense qu'il y avait beaucoup de mauvaise foi dans les magazines d'époque, on le sait. Mais quand à l'époque, sur Mega Drive en 90, entre 90 et 92, vous avez des jeux comme Thunder Force 3 et d'autres titres voilà, qui vont arriver comme Truckstone, Battle Squadron également, qui viennent de l'Amiga. On a même, qu'est-ce qu'on a d'autre là? J'essaie de... Vapor Trail, il y a même Raiden Trade. On a... alors, il y a un jeu qui me fait penser à Madou King sur la Mega Drive, mais qui est meilleur. C'est Mazing Saga. Mazing Saga avec l'espèce de Bioman, XOR, ce que vous voulez, là, qui tape sur des gens avec son épée toute raide. C'est meilleur sur Mega Drive. Je veux dire, à aucun moment, en fait, la Super Graphics, elle impressionne les joueurs à l'époque. C'est pour ça que je vous dis... en effet, avec un titre putaclic dans la vidéo, cette console ne sert à rien et cette console est nulle. Premièrement, en plus de ça, aujourd'hui, elle coûte extrêmement cher. Mais pourquoi elle coûte cher la console? Parce qu'il y en a très peu sur le marché. Vous imaginez qu'il y a eu que 75 000 consoles vendues dans le monde? Quand on parle de millions pour la Super Nintendo et on parle de millions également pour la Mega Drive, même la NES, je crois que la NES c'est la Game Boy, etc. Enfin, la Jaguar,
La Jaguar, il y a 20 000 unités de différence au niveau des ventes mondiales. Je vais vous montrer les chiffres, vous allez comprendre de quoi on parle. Alors, si on veut juste avant, voilà, montrer ce qui était dans un article de février 1990, c'est-à-dire qu'au Japon, la Super Graphics est sortie en décembre 89, milieu décembre 89, et on n'a pas encore en France l'arrivée forcément dans les magasins. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des magasins comme Shoot Again qui vont arriver à choper une ou deux consoles en import sauvage et la présenter en vente au magasin. Attention, la Super Graphics, quand elle arrive en import sauvage, c'est pratiquement 4000 francs d'époque. Je vous laisse faire la conversion au niveau de la devise, hein, bien sûr. Mais il y a un truc qui est assez amusant également, c'est-à-dire que ce soit les journalistes d'époque, ne savent pas forcément comment appeler cette nouvelle console du côté de chez NEC. Ils appellent ça la PC Engine 2. Ça, c'est encore une fois un problème de communication entre NEC Hudson et le marché européen. C'est-à-dire que à l'époque, on n'est pas forcément encore avec... faudrait revoir les dates exactes, mais je crois que Sodipeng, je suis désolé si je me trompe, voilà, à quelques mois près, Sodipeng n'est pas encore dans l'import officiel de la Super Graphics. Et bah voilà, les journalistes appellent ça la PC Engine 2. Alors il y a des petits articles également. À l'époque, hein, on parle déjà de l'AV Booster au niveau de la sortie vidéo pour avoir une meilleure qualité d'image sur la PC Engine. Je vous montre également, voilà, un article qui sort de chez Joystick de février 1990, hein, où on vous parle Battle Ace. Battle Ace qui doit sortir sur PC Engine et qui est déjà terminé avant que la Super Graphics arrive. Incroyable, hein. Incroyable, hein. Je pense que là, je vais faire réfléchir des gens, là, un peu à vos légendes urbaines, vos idées préconçues en fait sur ces machines-là. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'avais parlé de Battle Ace et que j'entendais des gens le comparer à Afterburner ou Galaxy Force, on était déjà dans un problème où Galaxy Force ou Afterburner en arcade, ou même sur Mega Drive quand ils arrivent, ils sont plus impressionnants que la version de Battle Ace de la Super Graphics. Parce que c'est un jeu PC Engine. Ça, c'est un jeu comme G-Lock, c'est un jeu comme... on a un autre jeu comme ça, un peu sur PC Engine. Je sais, il faudrait que je vous retrouve le nom du jeu. Mais on a déjà eu ce genre de titre-là. Alors, j'ai été vous chercher quelques titres. Alors, le jeu dont je vous parlais, qui a un peu la même idée au niveau, voilà, lock, etc. Alors, bien sûr, c'est un titre qui est vraiment en dessous, on va dire, au niveau gameplay de ce qu'est Battle Ace. Battle Ace, c'est beaucoup plus près de G-Lock, mais c'est Spiral Wave, voilà, sur la PC Engine. Et en même temps, sur PC Engine, j'ai été vous chercher des jeux, hein, parce que, voilà, moi je vous le dis, hein, j'ai une PC Engine avec pas mal de titres, c'est Afterburner 2. Voilà, il y a... PC Engine, les gars, il n'y a pas de photo derrière, on peut pas savoir, voilà. Mais ce titre-là, sorti à l'époque, voilà, ce Afterburner 2, c'est un jeu Sega, on est d'accord. Avec la petite register card qui sert à rien. Moi, je vous dis, la register card, j'en ai rien à faire. Mais bon, ça intéresse des collectionneurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que sur la PC Engine, la Core Graphics, il y a 1941 sur Super Graphics. Qu'est-ce qu'on a sur PC Engine? On a des jeux comme Final Soldier. On a des jeux comme Son 2. On a Darius Plus, les gars. Darius Plus. On a également un autre jeu Mega Drive Sega avec Space Harrier. On a Aero Blaster. Je sais plus pourquoi je disais Airbuster tout à l'heure. On a Aero Blaster, les gars, qui est également sur Mega Drive et qui est un peu mieux sur Mega Drive, mais ce jeu a été fait sur PC Engine de base. On a en plateforme, on a Jackie Chan. Ils sont pas sur Super Graphics ces jeux-là. On a Image Fight également. Voilà, qui a un petit shoot sympathique. On a des jeux comme
comme comment dire, Thunderblade, voilà, Thunderblade au niveau de la Mega Drive. Alors je crois que c'est Twin Cobra également du côté de la console qui ressemble pas mal à Flying Shark 1941, etc. On a également Sidearms, voilà, encore en format U-Card. Tous ces titres-là, si on vous avait dit il faut une super graphics pour y jouer, aujourd'hui, vous en tant que gamer, vous aurez dit ah oui, oui, c'est vrai, c'est vraiment des jeux impressionnants pour l'époque, ça peut pas tourner sur PC Engine de base. Hein, qu'est-ce qu'ils nous ont fait, en fait, ces gens du côté de NEC, vu qu'il n'y avait pas de titre créé et fabriqué pour cette super graphics et cette PC Engine 2, selon les journalistes, ils nous ont fait Battle Ace. Battle Ace, qui était à la base un jeu pour la PC Engine. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans l'article? On va regarder ça de près parce que c'est intéressant de lire également. Voilà. Ce qui est raconté autour de la PC Engine. Voilà, je vous mets ça. Je vais essayer de vous mettre ça. Voilà. À l'heure où la console PC Engine 1, la vôtre, tend à être importée officiellement dans notre pays, donc voilà, c'est ce que je vous disais. Là, on est encore dans l'import sauvage du côté de Shoot Again. Voilà. Alors à l'époque, regardez, depuis le mois de décembre 89, une nouvelle PC Engine, la PC Engine Super Graphics, pour ne pas la nommer, vient d'être lancée sur le marché. Produite pour l'instant à 50 000 exemplaires. Il est à parier que la rupture de stock est proche. N'oublions pas que la PC I, je sais pas pourquoi ils ont mis I d'ailleurs, c'est pour l'instant vendu à 1,9 million d'unités, et cela rien qu'au Japon. C'est-à-dire que pour le moment, ou même pas forcément pour le moment, mais dans l'histoire, on va dire, de ce monde du jeu vidéo, on a eu tout de même, à l'époque, 1,9 million de consoles vendues pour la PC Engine. Alors je sais pas s'ils comptent la Core Graphics à l'intérieur ou pas au niveau des chiffres, mais quand on sait que la Super Graphics a été produite pour 50 000 exemplaires en usine dès le départ, au lancement, et qu'au final elle s'est vendue qu'à 75 000 unités dans le monde, c'est un échec commercial cuisant. Je veux dire, c'est catastrophique. C'est une des consoles où justement peut-être NEC a perdu le plus d'argent au niveau fabrication investissement d'une machine. On n'est pas dans le cas de la Dreamcast de Sega, où justement Sega avait mis tout son argent, tous ses fonds dans cette dernière machine, avait jeté ses dernières cartouches. Mais on a cette même arrogance du marché avec NEC et Hudson qui, sur un succès commercial précédent, par exemple de la PC Engine, ce qui était le cas pour Sega avec la Mega Drive, ils ont eu l'arrogance de sortir le 32X, le Mega CD, la Saturn et la Dreamcast juste derrière. Chez NEC, on a les mêmes erreurs qui ont été faites auparavant. C'est-à-dire qu'on sort la Core Graphics 1, la Core Graphics 2, qui sont sensiblement les mêmes machines, avec peut-être des composants qui sont un peu plus performants au niveau de l'affichage de certains sprites, clignotements, également du point de vue sonore légèrement meilleur. La sortie vidéo RCA qui est rajoutée à la place de la prise antenne, en effet. Après, les jeux, vous mettez un jeu dans une console ou dans une autre, il va tourner de la même manière. Y a des gens qui vont vous dire oui, dans Atomic Robo Kit j'ai remarqué que le sprite clignote moins sur la Core Graphics 2 que sur la PC Engine, etc. Bon, ça, en effet, sur un ou deux jeux, il peut y avoir des petites différences qui ont été corrigées au niveau du firmware intégré de la structure de la carte mère de la console. Maintenant, encore une fois, vous mettez Atomic Robo Kid sur la Super Graphics, il va tourner pratiquement de la même manière, il sera pas plus fluide, il y aura pas des trucs en plus à l'écran, non, il n'y aura rien du tout, ça sera la même chose. Après, il y a la sortie stéréo également qui est rajoutée sur la Core Graphics 1 et 2, ça c'est vraiment quelque chose de... Mais NEC a fait l'erreur de nous sortir Core Duo, également la Duo RX, etc. Il y a eu plein de versions différentes, les gens ils savaient plus trop où mettre la tête. Quand toi t'es un gamin, tu comprends rien parce que tu vois les choses dans les magazines, des U-cards, des CD, des accessoires. Pour jouer à deux, faut acheter un multitap, enfin on s'en sort pas, franchement. C'était des mini PC portables
de salon, on va dire, que pour jouer, avec des jeux. Mais quand toi, en effet, tu dois demander à tes parents de t'acheter telle ou telle console, tu prends pas de risque. Tu vas prendre des choses que tu vois beaucoup dans les magasins. Il y a un gros problème de distribution hors du Japon, faut pas se mentir. Aux États-Unis, la TurboGrafx et la Shuttle, qui est l'équivalent de la Super Graphics, sont des consoles qui ne se vendent pas. Parce que tout simplement, on sait aussi qu'aux États-Unis, Nintendo avait un partenariat avec les magasins de jouets et on avait dans les vitrines de jouets essentiellement des jeux Nintendo parce que les vitrines et les vitrines des Toys R Us, les vitrines de supermarchés appartenaient à Nintendo avant pratiquement 92. C'est-à-dire que Tom Kalinske, qui est un président décrié de Sega of America, mais qui a fait des choses vraiment énormes pour Sega aux États-Unis et qui a donné une deuxième vie à Sega aux États-Unis après, à partir de fin 92, début 93. Et on a eu la chance d'avoir des grands titres sortis avec des compagnies américaines et anglaises sur le sol américain, comme Virgin et puis David Perry qui ont fait des grands titres, hein, comme on le sait avec Disney également. Mais Tom Kalinske et Sega ont donné une deuxième vie à la Mega Drive qui, fin 92, début 93, était en perte de vitesse au Japon déjà, hein. Il faut le dire. NEC n'a jamais voulu imposer sa machine dans les supermarchés et les magasins de jouets aux États-Unis. Grosse erreur, je ne sais pas si c'est de la fainéantise ou si c'est de l'arrogance, mais cette machine était vendue dans les magasins micro-informatiques. Et c'est là toute la différence, c'est-à-dire que les gens qui s'intéressaient à la micro-informatique, c'est des gens qui ne jouaient pas à des jeux vidéo pratiquement. Ils cherchaient plutôt des choses qui étaient autour des simulations de vol, simulations de course, tableur, également dessin au niveau de Deluxe Paint, tout ça. Ça les intéressait pas en fait de jouer à ce genre de jeu pour enfants entre guillemets. Et la console a été extrêmement mal commercialisée hors du Japon. Voilà, ça c'est un fait. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte d'autre dans l'article ? Contrairement à la tendance générale et à certaines rumeurs, cette nouvelle console n'est pas basée autour d'un microprocesseur 16 bits. Alors déjà à l'époque on le dit. Aujourd'hui vous avez des vidéos de rétro gamers qui vous racontent le contraire par A plus B sans aucun fondement. Puisqu'il s'agit en réalité du même processeur que la PC Engine, un 65C02, mais les similitudes s'arrêtent là. La Super Graphics possède une mémoire vive, c'est là la différence. La mémoire vive est le plus important. Mémoire vive, donc la RAM de 32 KB, 8 kilo-octets pour la PC Engine, voilà. C'est toute la différence. Et une mémoire écran de 128 kilo-octets. Il y avait simplement la moitié pour la PC Engine, permettant de meilleurs graphismes, de meilleures animations. Dans l'idée, c'est-à-dire que les jeux qui étaient programmés avant tournaient de la même manière. Ils n'allaient pas aller plus vite, ni ceci, cela. Non, en fait, les jeux qui étaient programmés déjà pour la PC Engine vont pas tourner d'une meilleure manière. Et c'est ça le problème également qu'il va avoir, c'est que il n'y a aucun jeu qui va justifier l'achat de cette console au lancement. Il est maintenant possible d'animer 128 sprites simultanément à l'écran, alors que jusque-là, il n'y en avait que 64. Donc, il va avoir des shoot'em up type ce qu'on va avoir avec 1941, qui vont être beaucoup plus impressionnants à l'image. Et ça, en effet, je pense que 1941, si tu devais le sortir sur la PC Engine de base, il aurait fallu faire un downgrade au niveau des ennemis, et puis de l'affichage des sprites à l'écran, qui aurait certainement clignoté pour disparaître à certains moments au niveau de l'affichage. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre Alors, ouvrant les entrailles de la bête, à côté du processeur sonore des filtres, les sons ont sorti, ce qui apporte un confort aux auditions auxquelles vos douces et délicates oreilles n'ont pas été habituées. Alors, on rajoute des filtres au niveau peut-être, voilà, de... comment dire, de la qualité sonore pour avoir un son qui crache moins à l'oreille. C'est-à-dire que sur PC Engine, en effet, même si vous mettez
sur la sortie d'une chaîne IFI ou d'un ampli, il y a des petits crépitements par moment au niveau de certains jeux. Donc c'est peut-être là le filtre audio qui va être rajouté pour avoir une meilleure expérience. Mais ça va être peut-être, je pense sincèrement, de la réduction de bruit. On va s'arrêter là, quoi. Ça va pas être des filtres exceptionnels, ça va être de la réduction de bruit, du traitement sonore, pour pas qu'il y ait de saturation au niveau du son. Bien évidemment, tous les jeux tournant sur la PC Engine tourneront de la même façon sur la PC Engine Super Graphics. Compatibilité de 100%, contrairement à certaines machines du style ST-STE, à l'époque Atari ST, voilà. C'est vrai que moi j'ai un Atari ST, STF, et il y a des jeux STE qui ne marchent pas. Ce qui, pour une nouvelle console, n'est pas négligeable. Et vous avez vu, là on compare la Super Graphics à un micro-ordinateur. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'équivalence au niveau des consoles sur le marché. La Super Famicom n'est pas encore là. La Mega Drive est là, mais bon, c'est discutable certains titres par rapport aux performances à l'époque de jeux PC Engine, où en effet, c'est peut-être légèrement supérieur globalement. Mais la Mega Drive a très peu de titres déjà à cette époque-là, attention. À propos du CD-ROM, comme pour les soft on card, celui-ci est entièrement compatible avec la PC Engine Super Graphics. À vous les super dessins animés de Legend of East ou de Red Alert, du fait des nouvelles dimensions de la Super Graphics, qui est beaucoup plus grande, mais qui est vide. C'est une console qui fait à peine 1 kg, mais 1 kg de plastique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à l'intérieur. Celle-ci ne s'encastre pas dans l'espace réservé au CD-ROM, elle se met derrière, voilà. En France, c'est toujours le même problème pour l'instant, aucune importation à grande échelle, voilà, n'est prévue, et seuls quelques magasins d'avant-garde tels Ultima à Paris vous proposent, ou vont vous proposer, des super graphiques à un prix qui sera selon eux le plus bas possible. Au Japon, elle est disponible pour 1600 francs, ce qui devrait donner en France un prix aux alentours de 3000 francs. Elle a été vendue 3690 francs, elle a été vendue, je crois, au tout début, parce qu'il faut rajouter un jeu aussi quand vous y jouez. Vous n'allez pas non plus. Ils vendaient, je crois, parce qu'il y avait tellement peu de consoles en import sauvage qu'il fallait vendre la console avec un jeu. Mais toutes vos surprises ne vont pas s'arrêter là. On nous dit. Puisque, tenez-vous bien, le plus étonnant reste à venir. Contrairement à tout ce que nous avions vu jusqu'à présent, la Super Graphics n'est qu'une partie d'un gigantesque ensemble ludique, le Power Console, composé d'une horloge externe, d'un pavé numérique, pouvant faire à l'occasion office de calculatrice d'un véritable manche à balai d'Airbus, pour les simulateurs à venir, on n'en a jamais vu aucun, d'un connecteur permettant le branchement d'un siège monté sur rivet, comme sur les bornes d'arcade. Putain, mais n'importe quoi. Non, mais... Et de tout un tas de gadgets aussi inédits qu'étonnants. C'est-à-dire qu'on avait... Alors là, attention, c'est JM Destroy qui donne ces infos. C'est à prendre avec les pincettes, vraiment, parce que... on vous met en valeur une machine qui a été promue également par la boutique Shoot Again. Et ouais. Parce que le problème, c'est qu'à l'époque, il y a beaucoup de corruption entre les magazines joystick, console plus, joypad, etc. et les magasins. Les journalistes qui sont de la presse spécialisée se procurent les jeux là-bas. Et ils vont tout faire pour vous vendre en fait des machines qui ne sont pas justifiées ou qui viennent de sortir pour justement faire vivre les magasins d'époque au niveau de l'import. Parce que la première marge bénéficiaire de ces magasins de République à l'époque et de Jussieu ou de Shoot Again en banlieue parisienne, c'est l'import. Voilà. On a interviewé des anciens gérants de Vidéo Invasion, de Stock Games. Ils nous ont tous dit la même chose. C'est pas avec les jeux vendus par les distributeurs et fournisseurs européens, français, qu'on se faisait de l'argent. Non, c'est avec l'import sauvage. Ils allaient chercher les consoles et ils les vendaient au double du prix sur le sol français. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Suite à notre dossier sur la PC Engine paru dans le premier numéro de Joystick, nous avons plusieurs modifications à apporter. À l'heure où ce dossier avait été rédigé, il est vrai que la PC Engine n'était pas importée dans de bonnes conditions.
les choses se sont considérablement améliorées puisque SoDipeng se charge de cette importation. La NEC est maintenant disponible à un prix avoisinant les 2000 francs. C'est-à-dire que on nous vend aujourd'hui avec SoDipeng à 1890 ou 1990 une PC Engine et on te demande 2 mois plus tard de racheter cette Super Graphics. Ça devient difficile pour le client. D'autre part, nous avions également parlé d'un AV Booster permettant de connecter votre bécane à une télé par la prise Péritel. Ceci n'est plus utile car SoDipeng distribue des consoles modifiées, telle façon que cette interface n'est plus nécessaire. Donc voilà, et vous avez la preuve ici de ce que je vous disais par rapport à également mon expérience de gamer. Voilà, des années 90, où je vous racontais que SoDipeng mettait dans les magasins des consoles modifiées en 50 Hz et en PAL, pour que tout le monde puisse y jouer. Et le 60 Hz, bye bye, terminé, bye bye. Il n'y a plus de jeux en NTSC, une 60 Hz, et les jeux vont moins vite. Et ouais, c'est ça le problème, c'est que vous achetez une Neo Geo, vous achetez une PC Engine d'époque, vous n'avez pas l'expérience de jeu d'origine. Mais vous n'en êtes pas forcément conscient parce que ce qui vous importe, c'est de pouvoir jouer sur vos télés 50 Hz et PAL à l'époque. C'est ça le plus important pour vous. Et SoDipeng va également s'organiser autour de la distribution officielle de la Super Graphics. Voilà. Cependant, il a noté que cette modification ne permet plus sur certaines télés d'obtenir le standard NTSC, ce qui est regrettable. Surtout lorsque l'on connaît les capacités de cette console sur ce standard. Voilà. Encore une fois, voilà, merci à JM Destroy d'avoir fait un article à l'époque qui montre qu'on va perdre en capacité visuelle et d'expérience de gameplay en jouant, nous, Français, sur ces consoles-là. Mais en plus, on va devoir casquer largement plus que les Japonais pour se procurer ces machines. Alors, on peut regarder rapidement ce qu'il disait sur Battle Ace. À l'heure actuelle, un seul jeu est disponible au Japon. Battle Ace PC Engine. Il s'agit de Battle Ace, un jeu qui ressemble à Skyfox, Afterburner ou encore Galaxy Force sur ordinateur ludique. Bah oui, parce que à l'époque, sur Amiga, Atari ST, les jeux parfois, comme Afterburner, sont un peu plus impressionnants que sur Master System. Bah oui. Selon des sources sûres, plus d'une vingtaine de titres seraient en prévision. Parmi eux, Strider, qui ne sortira jamais. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Senkai qui a fait une petite vidéo sur Game One autour de ce jeu-là, qui sortira finalement sur CD-ROM 2, voilà, dans les oubliettes. Strider qui sortira sur Mega Drive également. Ghouls and Ghosts et tous les meilleurs hits de bornes d'arcade du moment, mais attendons de plus amples informations pour savoir à quoi s'en tenir. Ne jetez donc pas votre vieille PC Engine par la fenêtre, elle pourra encore vous être utile, d'autant plus que les softs n'arrêtent pas d'affluer sur celle-ci par cargo entier. Ce qui n'est pas forcément vrai, c'est-à-dire que NEC va continuer de sortir des jeux pour les machines qui se vendent le plus et qui sont exploitables par les éditeurs de façon simple, comme la Core Graphics et la PC Engine. Faut rappeler un truc, c'est que dans l'économie du marché des années 90 ou 80 ou même d'aujourd'hui, un éditeur ne va pas développer un jeu pour une console qui ne se vend pas. C'est-à-dire que pourquoi par exemple la Dreamcast a coulé à un moment donné, les éditeurs tiers sont partis, il n'y avait que des jeux Sega à un moment donné. Pourquoi la Jaguar a coulé? Les éditeurs tiers ne se sont pas intéressés à la machine parce qu'elle ne se vendait pas. Encore une fois, on ne peut pas vendre plus de jeux qu'il n'y a de consoles sur le marché. Les gens ne vont pas acheter 2 jeux pour eux. Ils vont acheter un jeu, ils vont le faire tourner en occasion et le revendre. Ça va s'arrêter là. La Super Graphics ne se vendra pas. Les éditeurs vont pas développer des jeux pour une console qui n'a pas de clients. C'est simple, c'est les lois du marché, c'est comme ça. Encore une fois, voilà, je justifie mon titre putaclic dans la vidéo où je dis que cette console ne servait à rien et était nulle. Elle est nulle, malgré elle. Technologiquement, c'était une très bonne console, mais rien n'a été fait pour mettre en valeur cette console-là. Elle permet de jouer à d'anciens titres, en effet, sortis sur la ludothèque NEC,
mais tu n'as pas besoin d'elle pour jouer à ces jeux-là. C'est la réalité. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, on va regarder un ou deux tests, les gars, du côté des magazines, avec des tests sortis sur les jeux pour la Super Graphics. On va voir ce qui avait été raconté. Alors, toi, le fan de la Super Graphics, hein, tu te reconnais, t'es quelqu'un, on va dire, que j'ai blessé dans ton estime, hein, un peu comme si je t'avais volé un peu ton enfance en te disant, bah non, en fait, la NEC Super Graphics, c'est pas forcément une bonne console. Rassurez-vous, hein, la Neo Geo arrive pas tout de suite pour mettre un terme à définitivement. Parce que le coup de poignard, il arrive pas forcément du côté de Sega et Nintendo. Même si Nintendo, ils regardent pas la concurrence, hein, voilà. Mais la Neo Geo, quand elle arrive à la location au tout début, on est autour de juin 90, entre juin et décembre 90, elle arrive à la location, la Neo Geo. Elle n'est pas à la vente. Mais cette console-là, il y a un article qui est dans un magazine Joystick où on t'explique que les Japonais, ils ont envie d'avoir l'expérience arcade à la maison. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand justement tu vois des jeux arcade perfect, mais c'est arcade perfect, hein, le système AES de salon, issu des MVS des salles d'arcade, on a la conversion de ces jeux-là pour chez toi, avec des modes en plus, parfois un mode également de joueurs qui n'existe pas sur certains titres, des options difficiles, etc. Tu peux régler la jauge au niveau des combattants, tu peux avoir un petit mode story arcade, enfin, il y a des choses en fait qui ont été rajoutées par rapport à certaines versions de jeux Neo Geo. Et là en fait, il n'y a plus personne qui regarde de ce qui se passe du côté de chez NEC. C'est-à-dire que la Super Graphics, qui est arrivée en décembre 89, 6 mois plus tard, n'existe plus dans l'esprit des clients, des joueurs, des investisseurs. Regardez, alors, ils font un récapitulatif dans un magazine Joystick de juin 90, où ils vous disent, avec NEC, on ne comprend plus rien. Des consoles qui sortent dans tous les sens. Voilà, essayons de comprendre. En 88, je vous ai dit sur 3 ans, il y a 4 consoles. Et encore, je suis généreux parce que le problème, c'est que j'ai pas compté les accessoires. Hein, attention. Hein. Essayons d'y voir clair. En 88, NEC sort au Japon une nouvelle console, la PC Engine. De couleur blanche, elle est toute petite par rapport à ses concurrentes, vous la connaissez bien. C'est-à-dire qu'au même moment, aux États-Unis, en Europe, on a la NES de Nintendo qui arrive chez nous. Même si depuis fin 83, il y a la Famicom au Japon. En 89, NEC sort une nouvelle mouture de la PC Engine, la Core Graphics. On est pardon, on est 1 an et demi, voire 1 an. Allez, on va être au large. On est 1 an après la sortie de la PC Engine. NEC se rend compte que oui, technologiquement c'est bien la PC Engine, mais la sortie vidéo et puis le son stéréo, bah ça manque. Donc ils vont rajouter une prise RCA, ils vont améliorer un peu la structure de la console pour la rendre un peu plus performante sur certains points. Alors NEC sort une nouvelle mouture de la PC Engine, elle est exactement de la même taille que sa grande sœur, bah oui parce qu'il ne change pas la structure forcément interne, il y a des composants qui sont modifiés au niveau production investissement, entièrement compatible avec cette dernière mais de couleur noire. Elle est maintenant importée en France par Sodipeng. Voilà, société distributrice de la PC Engine. Alors bien sûr, elle était chez Shootogen avant. C'est elle que vous trouverez dorénavant chez tous les revendeurs et qui remplace la NEC PC Engine. Bah, elle remplace pas la PC Engine, hein. C'est simplement une version 1.2 de la PC Engine. Faut vous dire ça, les gars. Pour ceux qui ne connaissent pas en fait très bien cette console, la Core Graphics, c'est la version 1.2. C'est comme si aujourd'hui vous sortiez une PS3 et une PS3 Slim, ou une PS5 et une PS5 Slim. C'est la même chose. Elle est même pas Slim. Il n'y a rien de Slim, c'est ils ont changé la couleur, ils ont rajouté une meilleure sortie vidéo. Alors toujours la même année, NEC diffuse une autre console, on ne s'en sortira jamais, que c'est compliqué, la Shuttle. Elle est bien
entendu entièrement compatibles avec la PC Engine. Alors là, ce ne sont pas les mêmes machines. Leur différence se situe sur 3 plans. D'abord, elle n'a absolument pas le même look. Sa forme est tellement et nettement futuriste et comme son nom l'indique, elle ressemble à une navette spatiale. Shuttle en anglais. En revanche, elle n'est pas compatible avec le CD-ROM. Elle ne sera probablement jamais diffusée en France. Donc, inutile de vous ronger les ongles d'impatience. Quittons l'Hexagone, traversons l'Atlantique. Nous arrivons donc aux États-Unis. Bravo, vous avez gagné là-bas. La PC Engine répond au doux patronyme de TurboGrafx 16. C'est entre guillemets processeur 16 bits pour les. Je sais pas si c'est un truc par rapport aux adolescents de 16 ans également. Je pense qu'il y a un jeu de mots qui a été fait, voilà, il y a un jeu de mots. C'est une console plus pour les adultes que pour les enfants, et puis c'est une console processeur entre guillemets 16 bits qui ne l'est pas en fait. Elle est toute noire et nettement plus sobre que les NEC que nous connaissons, les cartes de la TG16. Alors il y a une carte intégrée qui coûte de 40 à 60 dollars, ne sont pas compatibles. Ah oui, alors là, il nous parle en fait, c'est un rapport avec les U-cards. Les U-cards américaines et japonaises ne sont pas compatibles. Ouais, ça c'est exceptionnel également. Depuis peu, environ 3 semaines, Sodipeng commercialise la dernière année de la NEC, la Super Graphics, dont nous avions effectué le test complet en avant-première dans le joystick numéro 2, entièrement compatible avec les autres consoles, sauf la TurboGrafx 16. La Super Graphics possède actuellement que 2 jeux qui lui sont dédiés, Battle Ace et Grand Zor. Alors Grand Zor, c'est Madu King, hein, voilà, c'est Ultraman en phase terminale. Hein. Il a un problème, il a le bras paralysé, c'est de la merde. Mais mon petit doigt me dit que la liste n'est pas close. Alors oui, ils avaient fait ça, voilà. Mais bon, ce qui est amusant de voir, voilà. Décidément, le Japon ne fait pas les choses à moitié, voilà. Avec par exemple la Neo Geo, SNK, spécialiste des jeux d'arcade et à qui l'on doit déjà des hits comme Ikari Warrior, Beast Buster, Victory Road. Ils ont fait beaucoup de jeux sur la NES, SNK aussi également. NEC, d'ailleurs il y a un jeu, je sais plus le titre, qui ressemble énormément avec les sprites de Metal Slug sur la NES, où justement Metal Slug est arrivé plus tard, mais on a les petites animations des personnages type Metal Slug. La Neo Geo, Nouveau Monde est son nom, est construite autour d'un microprocesseur central 68000, un bon vieux Zilog Z80A. Elle peut déplacer allègrement et simultanément 380 sprites en hardware. Sa palette de couleurs est de 65 536 teintes, dont 4096 sont affichables en même temps. La capacité mémoire des cartouches est, tenez-vous bien, 332 mégas, ce qui équivaut, en divisant par 8, à 41,25 mégaoctets. Enfin, tout ça, voilà. La perfection au niveau de l'arcade, des 13 voix au niveau sonore. Ce système permet également d'enregistrer des données extérieures telles que les high scores, par exemple. Oui, avec la memory card, tu peux enregistrer. C'est vrai que la memory card à l'époque, c'est pas un truc qui existe. Hein. Faudrait savoir si par exemple SNK c'est pas les premiers à avoir fait une memory card pour les consoles de jeux. Ça sera intéressant. Cette console sera disponible au Japon à la fin du mois d'avril. Son prix devrait avoisiner les 2500 francs et celui des cartouches devrait atteindre les 1200 francs. C'est un bijou réservé aux mordus, aux fêlés de préférence friqués. Donc on dit avril 90 ou quelque chose comme ça, ou 91, je sais pas exactement au niveau de la date ce qu'ils ont voulu dire, parce qu'au début elle est en location. Hein. Et il y a un truc qui est amusant, ou pas forcément amusant dans les magazines d'époque, c'est que vous avez à chaque fois des tests de jeux sur Mega Drive, sur PC Engine, vous avez également des tests de jeux Game Boy, et à chaque fois, on vous met en valeur les jeux CD-ROM NEC, PC Engine comme des meilleurs titres. Par exemple, ici, vous avez sur Mega Drive Afterburner 2, qui est... alors, je sais pas ce qu'ils ont foutu, ils ont inversé
Ah oui, oui, non, mais c'est exceptionnel en plus. Ah, c'est exceptionnel. Ils ont inversé les photos, donc c'est pas forcément une. Attendez. On va rester voilà sur Afterburner 2, voilà. Voilà. Ou en effet, sur Mega Drive, ils mettent 79% par exemple. Vu et dispo chez Shoot Again. Vous avez compris le délire, c'est que tous les jeux présentés dans joystick d'époque étaient fournis par Shoot Again. Et Shoot Again faisait une grande part de son argent grâce aux nouvelles machines, etc. Ce qui a été le cas pour la PC Engine, la Core Graphics, la Super Graphics, etc. Donc on mettait en valeur en fait ces jeux au niveau des notes pour que ça se vende mieux. Et on rabaissait un peu la concurrence qui était déjà partout dans les supermarchés, etc. Là par exemple on a Afterburner 2 qui arrive également sur PC Engine et on met que 79%. Ensuite regardez, on va passer... ça me fait toujours rire les problèmes d'affichage au niveau de, de ces magazines où en effet on a un décalage avec la mise en page qui a été ratée. Ils ont mis des photos d'Afterburner en fait dans la balle aux prisonniers. Et là tu vas aller faire un tour du côté du CD-ROM NEC avec par exemple Super Darius. Direct 90% en fait, mais là attention, hein, je compare pas Afterburner à Super Darius, c'est pas le problème, c'est que tous les jeux, vous allez faire un tour sur ces magazines d'époque, tous les jeux CD-ROM NEC, même Neo Geo à l'époque, hein, étaient notés de façon supérieure euh, par rapport à des jeux Mega Drive ou des jeux Super Famicom à un moment donné. Pour justifier l'achat de la machine, le prix de l'import, la puissance technologique, il n'y avait rien d'objectif dans les tests. Et puis bien sûr la corruption entre les boutiques et puis les journalistes. Hein. Alors Super Darius, il est sorti sur plein de machines différentes hein, auparavant, Darius. Le Super Darius qui se veut version CD-ROM NEC est un jeu, voilà, selon JM Destroy, qui est en Dolby Surround, nouvelle technologie inédite sur console. Alors je sais pas comment ils font du Dolby Surround, faudrait m'expliquer hein, sur CD-ROM NEC avec une sortie stéréo. Ouais, bon, pourquoi pas. Ici on a encore un titre testé une nouvelle fois par JM Destroy. Je me demande s'il y avait d'autres testeurs en fait chez Joystick parce que c'est à chaque fois la même personne. Power Drift, qui est un très mauvais jeu, faut dire la vérité, c'est un très très mauvais jeu qui vaut pas plus de 60%. Il a eu 81%. Et là, je me demande vraiment si le jeu a été vraiment testé. Et en dessous, on a un autre titre qui a un shoot pédestre, comme on aime bien dire, même si j'aime pas parler de ça, ça me fait penser à Camelot, petit pédestre. Mais Psycho Chaser, c'est un bon petit jeu, 65%. Et là, tu vois qu'en fait, t'as l'impression que le gars, il a pas eu le jeu en main, il a vu des photos, et il s'est dit, ouais, bof, ça a pas l'air... allez, la photo, elle est... Ouais, ça a l'air comme ci, ça a l'air comme ça, ouais, 65%, on prend pas de risque. En fait... Psycho Chaser, c'est un bon petit jeu. Alors, qu'est-ce qu'il disait par rapport à ce titre-là est un soft franchement très original, qui brille par un scénario attractif et surtout original, qu'on se le dise. Alors, en fait, ouais. Le jeu se déroule selon un scrolling vertical. Mais on attend mieux désormais. Exceptionnel, on dirait un test de micro-kist. C'est-à-dire que le mec, il décrit la photo et au final, c'est ce que je vous disais, il a pas joué au jeu. Pas très original, vous êtes là, heureusement, je me répète, mais l'originalité dans tout ça, il n'y en a pas, là, et la ruse. Le seul moyen peut-être pour distinguer ce shoot'em up des autres, c'est que, au lieu de diriger un vaisseau, vous êtes aux commandes d'un robot destructeur. En fait, c'est même pas un test, c'est même pas un article qui décrit le jeu ou qui justifie l'achat du titre. Alors, il est peut-être pas vu et dispo chez Shoot Again, donc en effet, il a eu que 65%. Mais là, tu sens clairement que le testeur s'est fié à des photos qu'il a vues dans une convention ou dans d'autres magazines, et puis il a noté le jeu en faisant croire qu'il y avait joué. Enfin bon, c'est pour vous montrer toute l'escroquerie en fait de cette époque-là. Alors oui, on a omis de dire quelque chose, c'est que NEC ne s'arrête pas là. C'est qu'est-ce qu'ils font en fait, NEC? Turbo Express. Ah oui, la Turbo GT portable, pourquoi pas hein, c'est-à-dire qu'après avoir fait des fails au niveau machine, au niveau des ventes,
les mecs continuent et ils nous sortent des consoles portables. C'est-à-dire que c'est comme si, par exemple, après la Dreamcast, Sega sortait une Dreamcast portable. Bah, tu te dis pourquoi pas, en effet, mais sincèrement, au niveau fabrication, investissement, retour de production, etc., retour d'investissement, c'est pas quelque chose de rentable. Les mecs, ils sont dans un délire commercial où ils veulent montrer technologiquement qu'ils sont supérieurs à tout ce qui se fait. Je pense qu'il y a un grand problème d'arrogance au niveau de cette machine et de cette compagnie, tout simplement, hein. Voilà, et puis c'est une console qui permettait de servir de mini téléviseur en plus d'être une console portable. Voilà. Avec un tuner qui était aux normes japonaises pour avoir simplement les chaînes au Japon. Et puis sûrement aux États-Unis, à un moment donné. Il y a un exemple de titre sur Mega Drive en 90 également, pendant l'été, comme Whip Rush. C'est vrai qu'on a oublié, mais voilà, quand on a des titres comme Aldines qui sont sur la Super Graphics, et qu'on voit d'autres titres arriver sur Mega Drive avec Thunder Force 3, Whip Rush, et puis plein d'autres jeux qui vont arriver avec le temps, comme Vapor Trail, etc. Sincèrement, en fait, Aldines, tu l'as oublié, c'est terminé. Déjà, Whip Rush avait eu une très bonne note, hein, avec son système de tir, de lock, etc. Graphiquement, esthétiquement, visuellement. Vu et dispo chez Shoot Again, 90%. Hein. On se demande si en effet c'est un test justifié ou si c'est encore une promotion pour la boutique. Alors toi qui aimes bien les prix, les cotes des jeux à l'époque, je vous montre juste un truc, regardez. Le prix des jeux Core Graphics compatibles Super Graphics, PC Engine, etc. Il y a également les consoles qui sont présentées. C'est-à-dire que là, on a par exemple la Core Graphics en 60 Hz non modifiée, 1490 francs. Voilà. Et on a la version avec deux jeux en plus à 1790 francs. Et on a la version modifiée en 50 Hz. Ce que je vous disais. 50 Hz pâle pour jouer sur vos jolies télés à l'époque. Moi j'ai connu des gens qui ont eu la chance d'avoir un moniteur où ils branchaient sur leur moniteur Amiga par je ne sais quelle configuration leur console japonaise et pour avoir une belle image, une belle résolution, etc. Donc les gens aujourd'hui qui vous disent non mais qu'est-ce que tu racontes, la Super Graphics elle a jamais été downgradée en 50 Hz ni en PAL, etc. Bah si tout simplement en fait Sodipeng le faisait pour essayer de vendre le plus de consoles. Il y avait pratiquement personne qui avait des télés 60 Hz à l'époque. La télé 60 Hz faut vraiment attendre 92 pour avoir ça, on va dire, en vente à Carrefour, dans les supermarchés. Les gens, ils vont pas dans les boutiques de micro-informatique acheter une télé pour le salon, pour la famille. Non, en fait, non. Ils vont dans les Carrefour, les Continents, les Auchan, les Mammouths, c'est des télés 50 Hz. Le balayage, il s'arrête à 50 Hz et c'est en pâle, point final. Même les gens à l'époque, je sais pas si vous avez connu ça, quand vous alliez faire des voyages aux États-Unis ou en Australie ou je sais pas où, voilà, parfois vous achetiez des VHS qui étaient en NTSC. Vous rentriez chez vous, vous mettiez dans le magnétoscope ne lisait pas les VHS. L'image était en noir et blanc et avec un balayage avec des parasites. On ne voyait pas l'image. C'était simplement parce que déjà le magnétoscope, c'était simplement pour du PAL, il n'était pas NTSC non plus. Et puis votre télé était en PAL également. Je sais pas, en fait, si vous imaginez en fait la difficulté que nous on a eu dans les années fin 80, début 90 à profiter en fait du 60 Hz. C'est un truc d'un point de vue concept dans les familles avec des enfants de moins de 12 ans, 13 ans dans les années 80-90, un concept qui n'existait pratiquement pas. Même dans les familles BCBG, en fait, le gamin, il avait peut-être un micro-ordinateur dans sa chambre avec un clavier, c'était un luxe. Il avait un moniteur qui gérait le 60 Hz.
Mais ça s'arrêtait là, la télé du salon, c'était pour tout le monde et on n'allait pas investir dans des technologies qui ne servaient à rien, sauf pour jouer à des consoles de jeux pour certaines personnes. Dans mes souvenirs, je crois que... Oui, c'est 92-93, en effet, où tu as la Super Famicom, et en effet, là, ou également la Mega Drive en japonais, où tu mets le Switch 60 Hz, ou la Super Nintendo, tu mets le Switch, tu mets des jeux import, etc. Et là, en effet, tu vois de plus en plus de gens qui demandent ces télés-là, et les supermarchés le font. Mais on a bien galéré, hein. Alors, regardez le prix, je vous mens pas encore une fois, hein, regardez le prix de la Super Graphics 6 mois après qu'elle soit sortie. Qu'est-ce qu'on voit en bas là? 3450 francs. C'est ce que je vous disais, la console, quand elle a été vendue la première fois, elle était pas loin de 4000 francs. 4000 francs, les gars, en import, c'est énormissime pour les foyers. C'est pas gérable. La Super Graphics en 60 Hz, de base sans être modifié parce qu'il n'y a pas le technicien à payer, il n'y a pas les composants à modifier, etc. Parce qu'en plus de ça, si vous avez une Super Graphics, les gars, en 50 Hz, c'est pas que vous avez tout faux, mais ça a très très peu de valeur aujourd'hui parce qu'elle a été modifiée, des composants ont été changés. Enfin, mis à part dire oui, elle vient de chez Sodipeng ou voilà, ça a très peu d'intérêt finalement parce que les gens aujourd'hui veulent une Super Graphics d'origine 60 Hz. Parce que tout le monde aujourd'hui a la possibilité de jouer à cette console-là avec sa pleine puissance et donc les jeux qui vont beaucoup plus rapidement en 60 Hz. Personne n'a envie de jouer à une Neo Geo en 50 Hz ni une Super Graphics en 50 Hz, hein. Personne. Donc la console se vendait extrêmement cher, même 6 mois après la sortie. Voilà. Voilà, ici on a encore un exemple hein, de la mauvaise foi de JM Destroy à l'époque où il met formation soccer Human Cup 90, il met 93%. C'est un des pires jeux de foot, c'est un des pires jeux de foot de l'histoire, toutes consoles confondues. C'est pas le pire, mais sincèrement, à l'époque de 1990-91, c'est très mauvais comme jeu, c'est très très mauvais. L'IA est catastrophique, graphiquement, ils ont même pas les licences ni les maillots des équipes, enfin c'est très très mauvais quoi. 93%, bah en fait non. Alors quand je vous disais qu'il y avait match entre la version Mega Drive de Ghouls and Ghosts et Super Graphics, moi j'ai des amis récemment qui ont terminé la version Mega Drive. Moi je l'ai pas terminé, hein, voilà, je suis honnête avec vous, c'est pas un jeu que j'apprécie forcément. Mais moi j'ai pu comparer la version arcade, j'ai pu comparer la version Super Graphics et la version Mega Drive. Et en effet, il y a énormément de similitudes. C'est vraiment des très bons jeux qui ont été très bien réalisés en fait sur les trois plateformes. Et là, en effet, je trouve que c'est un des titres qui peut à l'époque, dans toute la ludothèque NEC, justifier, en espérant qu'il y ait d'autres jeux qui sortent derrière, parce qu'à l'époque, tu sais pas hein, si la Super Graphics ça va continuer ou ça va s'arrêter là, tu sais pas en fait. Et, et donc tu peux acheter une Super Graphics pour Ghouls and Ghosts. Ce que je conçois hein, tout à fait. Hein. 1941, c'est un peu plus discutable, c'est un shoot'em up qui dure une trentaine de minutes, qui est pas forcément hyper difficile. L'autre fois j'y ai joué, je suis arrivé fin du niveau 3 avec les continues qui m'étaient proposés dans le jeu. Bon, sincèrement, je force un peu, je peux le terminer le jeu, je pense, voilà. Mais après, attention, c'est des jeux qui coûtaient à l'époque 400 francs même en U-Card. Hein. Les petites U-Card, c'était le même prix en effet que les jeux PC Engine et un peu moins cher, à 50 francs près avec les jeux Mega Drive. Mais disons qu'au niveau investissement, c'est un jeu que tu pourras pas échanger le problème après. Si t'achètes une Super Graphics, t'achètes Ghouls and Ghosts ou t'achètes... Il n'y a pas d'autres jeux sur Super Graphics. Le Ghouls and Ghosts, tu vas le garder. À moins qu'après, tu veux revendre ta Super Graphics pour acheter une Super Famicom. Je pense qu'il y a des gens qui ont fait ça.
Mais tu vas pas être dans le système de te dire, tiens, j'ai acheté un jeu Super Graphics, je vais l'échanger pour en prendre un autre qui est aussi bien. Bah en fait non, il y en a pas d'autre. Tu vas pas échanger Ghouls and Ghosts pour acheter Battle Ace. À moins que tu sois déficient mentalement, mais bon, sincèrement, il n'y a pas de justification de se dire je vais acheter ce jeu-là, je vais le terminer, je vais me faire plaisir et je vais en prendre un autre. Bah, en fait, non, malheureusement, il n'y a rien d'équivalent au niveau qualité de réalisation sur la Super Graphics, mis à part Ghouls and Ghosts et 1941. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment où sur Super Graphics vous avez par exemple Ghouls and Ghosts qui sort, il y a Superstar Soldier qui sort sur Super Graphics. Alors que 6 mois plus tôt, qu'est-ce qu'on a eu, soi-disant que pour la Super Graphics? On a eu Battle Ace, qui je vous l'ai dit, à la base était un jeu pour la PC Engine qu'on a porté exclusivement sur Super Graphics, qui a été loqué au niveau de la programmation, mais qui tourne largement sur une PC Engine de base. Et là, en fait, sur PC Engine, on a Superstar Soldier. Enfin, je veux dire, je pense que NEC, ils se sont mis le doigt dans l'œil en pensant qu'ils allaient pouvoir mentir à leurs clients en leur faisant croire que Battle Ace et d'autres jeux, c'est des jeux exclusivement Super Graphics. Quand en effet, sur PC Engine, 6 mois après, plus tard, tu as des jeux plus impressionnants qui sortent encore. Et c'est ça le problème. Il n'y a aucune cohérence dans le marketing et la distribution des produits du côté de chez NEC. Et puis il y a juste ce petit jeu en 1990 qui arrive, qui calme un peu en effet l'engouement des acheteurs de la Super Graphics. C'est un petit jeu, Thunder Force 3, tout petit jeu. Voilà, c'est un jeu quand même qui a eu une note, les gars, de 93% à l'époque. Technosoft qui nous fait ça. Et sincèrement, en fait, bon, quand tu vois Aldines, t'oublies rapidement la Super Graphics. Tu te dis, non, bon, la Mega Drive, c'est la console du futur pour les shoot'em up. Animation, rapidité, fluidité. Et à ce moment-là, on est en septembre 90, fin de l'été. Il n'y a absolument aucun jeu sur Mega Drive. Enfin, pour dire les choses, c'est-à-dire que il y a aucun jeu sur Super Graphics plutôt, mis à part Ghouls and Ghosts qui existe sur Mega Drive, mais vous avez vu dans le test, il y a 1% près, il n'y a aucun jeu sur Super Graphics qui justifie l'achat de cette console quand tu as une Mega Drive. Alors il y a un autre titre, voilà, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est Darius Plus. Alors Darius Plus, les gars, il y a une petite particularité sur ce titre-là, Darius Plus. C'est un jeu fait pour la PC Engine. Ça vous rappelle un peu quelque chose au niveau de Battle Ace. Mais c'est un jeu également qui est fait pour la Super Graphics. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, quand vous lancez en effet ce shoot'em up sur la PC Engine, d'ailleurs il le dit, GM Destroy ici, un jeu de 6 mégaoctets qui comporte en réalité deux jeux identiques, certes, mais qui ont l'avantage de tourner l'un sur PC Engine et l'autre sur Super Graphics, profitant ainsi des avantages multiples, surtout au niveau du nombre de sprites à l'écran. Une toute petite dernière chose, pourquoi diantre avoir développé un jeu d'abord sur CD-ROM alors que la machine de base était parfaitement capable de supporter un tel jeu. Et ouais. Donc on a encore une fois, voilà, un titre qui ne justifie pas l'achat d'une Super Graphics parce qu'il tourne sur la PC Engine à la base. Et c'est un jeu qui était offert dans un tirage au sort, quand vous achetiez la Super Graphics et que vous achetiez également d'autres jeux au niveau promotionnel à un moment donné. Il y a eu que 800 exemplaires. Alors, c'est ce qui a été marqué, mais je pense qu'il y a eu 800 exemplaires qui n'ont pas été fabriqués, mais qui ont été donnés dans ce tirage au sort, offert. Il y a eu beaucoup plus de jeux qui ont été produits sur le marché, bien sûr. Mais encore une fois, voilà, tu n'as pas besoin d'une Super Graphics pour jouer à Darius. Darius Plus, voilà. Et puis là, il se passe quelque chose en avril 91.
On annonce la sortie en juin 91 d'un célèbre jeu qui va le mettre tout le monde d'accord sur la Mega Drive. Et là, c'est un finishim. C'est un finishim pour la PC Engine, pour la Super Graphics, pour la Core Graphics. C'est-à-dire que déjà la Neo Geo avait donné un grand coup de poignard à NEC avec SNK au Japon sur le marché de l'arcade perfect où NEC s'attachait à faire des versions les plus proches de l'arcade avec des jeux comme R-Type et d'autres jeux qu'ils ont extrêmement bien fait. Mais les UCARD, le format UCARD est trop limité. Le format CD-ROM n'est pas forcément bien maîtrisé à cause de la mémoire cache. La mémoire cache qu'il y a sur cette console PC Engine Core Graphics à l'époque, même en duo, ça pose un gros problème de stockage des capacités des jeux. Quand ils vont être lus en fait, même au format CD-ROM, il y a toujours besoin de recharger, etc. On peut pas stocker énormément de choses en mémoire au niveau de la console. Maintenant, la Mega Drive, le format cartouche beaucoup plus imposant, format Super Famicom avec également des puces additionnelles sur les cartouches va permettre d'améliorer les capacités de la console. Ce que la Super Graphics, la Core Graphics ne peuvent pas faire. Il y a eu la version, vous savez, de Street Fighter 2 Prime sortie en version UCARD de PC Engine qui a été augmentée au niveau de la capacité parce que le jeu ne tournait pas. Un grand problème de mémoire, comme d'habitude sur la console, à cause du format de la UCARD qui est beaucoup trop petit. Après, sincèrement, on est dans deux mondes différents. C'est-à-dire que Sega, à un moment donné, ils ont choisi de toucher les adolescents et les enfants. Nintendo, c'est les enfants exclusivement. Et NEC, on sait pas trop. C'est-à-dire qu'ils veulent faire des bons shoot'em up, ils veulent faire... mais ils ont arrêté pratiquement de faire des jeux de plateforme hyper sympathiques, comme tout ce qui était Wonder Boy, tout ce qui était également les PC Kids. Il y en a pas énormément déjà, et le peu qu'il y a, on les connaît. La diversité qu'il va avoir sur Mega Drive et Super Famicom va mettre un frein total aux achats de consoles du côté de NEC. Je me souviens encore de la Fnac à laquelle j'allais du côté de Créteil, où tu avais la Super Graphics en vente, et tu avais même de la PC Engine parfois. Franchement, des fois il restait dans l'étalage pendant 6 mois. Les boîtes même légèrement déchirées parfois, les gens s'en foutaient complètement. C'était terminé. Il n'y avait pas de jeu en vente dans les rayons en plus. Tu as les publicités à l'époque assez agressives, dans tous les magazines mensuels, Joystick, etc., qui faisaient la promotion de Sodipeng et de l'importation de ces consoles sur le sol français. Les consoles n'arrêtaient pas de baisser au niveau du prix. La Core Graphics, regardez, 999 francs, alors que 2-3 mois avant, il y avait 500 francs de plus pour l'avoir. La Super Graphics, les gars, avec un jeu offert, moins de 2000 francs. Alors, je sais pas quel jeu ils offraient, ils pouvaient offrir PC Kit par exemple, parce que il n'y a pas forcément de jeu. S'ils offraient Battle Ace, franchement, tu disais non, mais file-moi plutôt. Donne-moi Clax ou donne-moi Final Match Tennis à la place. Je veux pas Battle Ace, moi. Je pense que même les gens refusaient d'avoir certains jeux destinés à la Super Graphics. On leur donnait pas Ghouls and Ghosts. Ghouls and Ghosts, c'était le jeu phare de la Super Graphics. Fallait l'acheter à part. On n'allait pas te le filer. Donc en fait, regardez, la Super Graphics qui 6 mois plus tôt, là on est autour de 91. On est même en février. Attendez, je vais vous dire quelle date on est. C'est le numéro 15, c'est avril 91. On est en avril 91, alors je dis 6 mois, je suis gentil, ça fait quand même un an. Ça fait quand même un an plus tôt, la Super Graphics en import, c'était 1000 francs de plus, sans jeu. Voilà. Et puis, les prix ne font que baisser. Tous les 6 mois, tous les 3 mois, ça descend de 300 francs. La Core Duo que vous voyez en bas avec le lecteur CD, tout ça, tu cherches-les en magasin à l'époque, tu les trouves pas.
C'est-à-dire qu'il y a des publicités, mais il faut appeler Sodipeng et payer par correspondance pour la choper. Ça, c'est un grand problème également. Alors, on est sur Aldines, par exemple. Là, je vous ai montré deux autres jeux sur la Super Graphics. Là, on est sur le troisième jeu avec Aldines, qu'ils ont noté 90%. Et si vous lisez le test, vous allez comprendre rapidement qu'il y a que le niveau 1 qui est en photo. Je sais pas si JM Destroy il a eu le temps d'y jouer ou quoi. Moi je suis arrivé jusqu'au... Je crois que ouais, je suis arrivé au début du niveau 4 ou à la fin du niveau 3, je sais plus. J'ai filmé un gameplay. J'ai filmé un gameplay où j'y joue. Et ouais, c'est à la fin du niveau 3 où je suis arrivé. Parce que le boss du niveau 3, les gars... Ah, il est chaud, hein. Il est très très chaud. C'est-à-dire que dans ce jeu-là, le problème, c'est la lenteur du vaisseau quand vous vous déplacez. Au niveau des boosts, pour en récupérer des speed-up, il faut s'accrocher. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un à un moment donné et il n'est pas du tout généreux au niveau du placement. Le vaisseau est trop lent. Il y a trop d'ennemis à l'écran. Graphiquement, franchement, c'est moyen. Quand vous jouez à Aerobuster ou quand vous jouez à d'autres jeux PC Engine, ils sont un peu meilleurs. Même graphiquement, musicalement, ça, c'est pas un jeu super graphique, je suis désolé. C'est-à-dire qu'ils ont fait une jaquette qui est plutôt pas trop mal, qui donne envie d'acheter le jeu, mais quand vous jouez, vous avez Thunder Force 3 à côté, vous avez d'autres titres, franchement, moi je suis désolé, mais même à l'époque, ce jeu-là, il était inconnu, quoi. Tout le monde parlait de Last Resort ou d'autres jeux en 92, voilà, mais... quelques mois auparavant, Aldines, il est passé aux oubliettes dès qu'il est sorti. Ça a jamais intéressé qui que ce soit. C'est bête à dire, mais on parlait plus de jeux comme Toki, Alien Storm, Afterburner, Outrun que de Aldines. Aldines, c'était un shoot parmi les shoots qui était évitable. Et en effet, quand il rejoue aujourd'hui niveau gameplay, il est outdated, en fait, il est dépassé en fait par ce qui se faisait déjà à l'époque sur Mega Drive. Enfin, c'est... Moi, j'ai été extrêmement déçu par rapport à ce qu'on m'a raconté sur ce jeu-là. Et quand tu vois le test en fait de JM Destroy, tu comprends qu'il a pas joué au jeu en fait. Encore une fois, il a fait le niveau 1, il a fait ouais le jeu est trop dur, ça m'a gonflé. Mais c'est un jeu super graphics, c'est un jeu qui est vendu dans la boutique de mon pote à Shoot Again, 90%. Allez. Alors regardez ce qu'il nous dit JM Destroy, il nous dit il faut constamment zigzaguer entre les défenses adverses, éviter les missiles, les bombes qui vous foncent dessus, c'est ça le plus gros problème, c'est que les missiles restent dans l'espace aérien alors que vous avez détruit les vaisseaux. Graphiquement parlant, tout de même un petit peu décevant. Vous avez vu, il rejoint déjà mon idée que j'ai eue en faisant plus de 3 niveaux. Par rapport à ce qu'on est en droit d'espérer, compte tenu des capacités de la machine. Je suis totalement d'accord. C'est-à-dire que pour moi, encore une fois, mis à part qu'il y ait en effet, attention, hein, il y a un scrolling à 3 différentiels avec 3 backgrounds différentes qui bougent voilà, en perspective, en scrolling horizontal de gauche à droite. Et c'est une prouesse technique à l'époque, voilà. Alors, je suis tombé sur un passage qui est assez amusant où il dit Aldine, c'est un jeu de tir à scrolling horizontal sur plusieurs plans jusqu'à 12 simultanés. Alors, je sais pas à quel moment il a vu 12 plans différents. Moi, j'en ai compté peut-être 5 maximum. Voilà. 12. Surtout sur le premier stage où il montre les photos, là, bon, faut s'accrocher. Hein. Alors, il dit, pour faire un superbe jeu de tir, il faut tout d'abord des tonnes d'options, au nombre de 7, y compris les speed-up. Alors, les speed-up, je sais pas où il a été les chercher non plus, parce qu'il y en a qu'un seul, pendant les 2 premiers niveaux, t'en as qu'un seul pratiquement. Tu as que des armes en plus que tu chopes à droite à gauche, permettant d'augmenter la vitesse de déplacement du vaisseau. Les power-up augmentent la force énergétique de vos armes jusqu'à 5 fois. Alors les armes, sincèrement, si je vous montre le gameplay que j'ai fait, je vais essayer de refaire un gameplay en insultant moins la famille des programmeurs, parce que franchement, il y a des armes que vous ramassez,
les armes, elles passent à côté des ennemis, c'est un truc de fou. Vous avez des lasers rebondissants sur les plateformes et tout. On nous donne des armes qui trouvent le moyen de ne pas shooter les ennemis. C'est un truc de fou, quoi. Vous ramassez des satellites, les satellites, ils tournent autour de vous, mais ils tirent une fois sur 10 sur l'ennemi qui est à côté de vous. Même quand vous balancez le satellite, les mecs ne servent à rien, en fait. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre Des petits modules spatiaux, voilà, comme des shuttles, pouvant ou non se déplacer indépendamment du vaisseau. Ces options peuvent, dans leur phase d'énergisation maximale, détruire la majorité de ce qui se trouve à l'écran. Et ce n'est pas du luxe parce que vraiment, à certains passages, on ne sait vraiment plus où donner de la tête. Ouais, c'est... sincèrement, quand je vois les photos où il a passé même pas un tiers enfin, il arrive au boss du niveau 1, mais je sais pas s'il a fini le boss en fait du niveau 1. Pourtant, il n'est pas difficile. Hein. Il y a un truc également intéressant, c'est qu'on est, écoutez, en décembre 91. Et qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que la Super Graphics est distribuée officiellement par Sodipeng. Et Shoot Again n'a pas le droit de vendre cette console, par exemple. Ni les consoles qui viennent de sortir autour de NEC et qui sont distribuées par Sodipeng. L'import sauvage continue du côté de Shoot Again, et on a par exemple la PC Engine LT qui arrive. Voilà, vous avez également les anciennes consoles comme la Core Graphics d'occasion ou neuves qui sont disponibles également chez Shoot Again. Mais si Sodipeng distribue mal les supermarchés et les surfaces genre la Fnac et le BHV, vous ne trouvez pas la console. Donc il y a un problème également de distribution évident avec ce distributeur qui, en plus de ça, va galvauder l'expérience de jeu en mettant du 50 Hz au niveau de la console pour la sortie vidéo. Les gens n'ont pas forcément envie de ça, sachant qu'ils ont vu les jeux tourner d'une meilleure manière sur les consoles d'origine. Janvier 92, on a encore beaucoup de jeux qui sortent sur PC Engine de base. Personne ne développe pour la Super Graphics pratiquement. On préfère développer également sur le format CD-ROM. On a par exemple Magical Chase qui sort sur PC Engine, encore une fois vu dispo chez Shoot Again. On se demande pourquoi la Super Graphics, personne ne développe dessus. Alors pour vous dire, à l'époque, il y a même des jeux qui sont sortis autour de fin 91 au Japon, comme Castlevania 4 et Quackshot sur Mega Drive. On a complètement oublié ce qui se passe du côté de NEC, la Super Graphics. Ce n'est plus d'actualité chez les acheteurs et les clients. Et je vous le disais, pourquoi en effet aujourd'hui on se rappelle plus d'un Alien Storm ou d'autres jeux, parce que il n'y a pas de jeu marquant en fait pour NEC, mis à part si c'est Hudson qui s'en occupe, c'est-à-dire eux-mêmes qui s'occupent de faire des jeux, ou que des éditeurs comme Capcom donnent leur licence pour que Hudson développe les jeux de Capcom sur leur machine, comme ça a été le cas pour pas mal de titres sur la PC Engine et la Super Graphics. Mais les éditeurs ne s'intéressent plus à cette console, déjà en 91, la Super Graphics, parce que c'est une machine qui ne se vend pas. Alors, au niveau historique, on va être très prudent au niveau des chiffres, c'est-à-dire que les chiffres Wikipédia sont vérifiables peut-être avec d'autres éléments, c'est-à-dire qu'au niveau mondial, moi j'ai des chiffres de vente à hauteur de 75 000. Maintenant, ils nous parlent de 30 000 unités vendues à un moment donné. Alors, je sais pas d'où sort ce 30 000. Peut-être c'est sur la période de commercialisation de la console et ensuite voilà, il restait des stocks d'invendus. Faut voir. Alors regardez, la console, comme je vous l'ai dit, arrive officiellement en France apparemment selon eux en mai 90, c'est-à-dire que il y a quand même 6 mois de décalage entre l'import de Sodipeng officiel et Shoot Again et l'import sauvage qui a été fait pour cette machine-là. Elle a sorti au Japon
en décembre 89. C'est pour ça que je vous dis, en fait, les gens qui vous prétendent avoir possédé cette console en décembre 89 ou en 89 tout court sont des menteurs, premièrement. Moi j'aime bien les collectionneurs youtubeurs, mais ils sont toujours là à avoir tout eu Day One, et leur chien leur a mangé leur console le lendemain, hein, on connaît l'histoire. Maintenant, au niveau... si on est honnête avec la technologie embarquée de la console, en 89, décembre 89, c'est une des meilleures consoles hybrides 8-16 bits de l'époque, même si, attention, voilà, elle avait des lacunes au niveau des capacités, des accessoires qui permettaient justement d'insérer les jeux, hein, que ça soit les U-Cards ou le CD-ROM, à cause de cette mémoire vive trop faible, et ça ne permettait pas d'avoir des jeux, on va dire, extrêmement importants, on va dire, au niveau de la durée de vie, pour également la capacité des ROM intégrés sur les U-Cards. Mais la console ne pouvait pas gérer beaucoup d'informations en même temps. Elle avait besoin de recharger et d'effacer en fait le cache, ce qui malheureusement a peut-être freiné également des éditeurs. Pourquoi les gens, même de chez Hudson hein, à l'époque, préféraient développer sur PC Engine? Ça, c'est quelque chose qui devrait vous mettre la puce à l'oreille également par rapport aux capacités soi-disant exceptionnelles de la Super Graphics. C'est qu'on n'avait pas besoin de Super Graphics pour programmer et utiliser les jeux en format U-Card au maximum à l'époque. Je pense sincèrement que, par exemple, le Street Fighter 2 Prime est un exploit d'avoir été porté sur la PC Engine, en augmentant cette capacité au niveau de la U-Card. Mais je me demande encore une fois aujourd'hui si ça n'aurait pas été possible de sortir ce fameux Ghouls and Ghosts, peut-être en faisant concession des compromis voilà, par rapport à certains détails, mais je pense que ça aurait été largement faisable de le sortir en format U-Card de base pour la PC Engine d'époque. 1941, c'est un autre problème, parce que là, en effet, l'affichage des sprites à l'écran, il y a un gros souci. Mais techniquement, je serais très intéressé de savoir, par exemple, si certains programmeurs se sont intéressés à certains logiciels qu'on a prétendu être faisables que pour la Super Graphics à l'époque. Alors, Grand Zor, Madouking, bon là, sincèrement... il n'y a pas d'histoire particulière autour de ce jeu-là, vu que c'est tellement faible visuellement. Ici, vous avez une photo voilà, de cette Super Graphics avec le lecteur CD-ROM 2. Le processeur pouvait être cadencié à une vitesse supérieure à 7 MHz. La Mega Drive et la Super Famicom, c'était un peu différent parce que c'était couplé avec d'autres composants justement qui permettaient d'avoir un rapport qualité visuelle parfois équivalent ou supérieur techniquement. Moi sincèrement, quand tu as une Mega Drive ou une Super NES à l'époque, en 90, on n'a rien à envier à la Super Graphics au niveau des jeux visuellement et d'un point de vue sonore, même si oui, à certains moments tu vas dire oui, Ghouls and Ghosts, ceci, cela, bon... Si sincèrement en fait tout repose sur Ghouls and Ghosts pour une Super Graphics, les gars... Moi, j'ai pas de... C'est comme si on avait une Neo Geo aujourd'hui et on mettait en fait toutes les qualités de la Neo Geo sur un King of Fighter 98 ou quoi. Enfin, c'est ridicule, c'est ridicule. Il y avait tellement de choses possibles à un moment donné à faire sur la Super Graphics. Une des premières raisons pour laquelle cette console n'a pas marché, c'est que, bon... 4 consoles en 3 ans, c'est beaucoup trop pour les joueurs. Les gens n'ont pas envie d'acheter, on n'a pas l'argent pour suivre la cadence au niveau de ces consoles. La Super Graphics se destinait avant tout à des acheteurs qui n'avaient jamais eu de PC Engine, je pense, pour partir sur de nouvelles bases. C'est un peu ça l'idée. Alors on va terminer en fait cette vidéo par un coup d'éclat des magazines Tilt, AHL d'époque, avec le test de Grand Zor. Vous savez, hein, le fameux jeu avec ce personnage qui a du mal à se mouvoir avec son épée toute raide et 2 animations par sprite.
Enfin, sincèrement, regardez ce qui a été raconté à l'époque. On nous dit, parce que voilà, on va s'amuser à lire un peu ce qui a été raconté, voilà. La jouabilité est comme toujours sur cette console excellente, le personnage répondant au doigt et à l'œil à toutes les commandes. Les vétérans de l'arcade trouveront peut-être Granzor un peu facile, mais une chose est sûre, ce jeu donne réellement envie d'acheter le dernier bébé de NEC, la Super Graphics. Et si les prochains softs sont de ce niveau, la Super Graphics pourrait devenir la machine la plus haute du moment. Voilà, là la corruption, là elle est, là c'est high level, hein. Intérêt 17 sur 20. Graphisme 6 sur 6. Exceptionnel, hein. Voilà, on félicite bien sûr le testeur de l'époque, qui en plus de ça avait fait un prélude, un préquel à son test dans le magazine en parlant de NEC et d'Hudson qui faisait des superbes jeux. Voilà, coup d'essai, coup de maître. Le premier jeu sur Super Graphics, c'est pas le premier jeu, c'est Battle Ace le premier. Les capacités de la console y contribuent pour beaucoup. L'histoire traditionnelle du héros qui doit se débarrasser d'une cohorte d'adversaires et l'occasion d'en apprécier les graphismes et l'animation. Je crois qu'on n'a pas joué au même jeu. Allez voir Granzor dans la première partie de la vidéo. Du fait de son lancement récent au Japon, décembre 89, la Super Graphics souffrait jusqu'à présent d'une véritable pénurie de soft et ses possesseurs se voyaient condamnés à utiliser... Alors, apparemment, il y a moins de 30 000 possesseurs, donc je pense qu'ils s'en foutaient un peu. Enfin, le monde s'en foutait un peu. Se voyaient condamnés à l'utiliser comme un simple PC Engine. Cet état de choses est en train... Cet état... Alors, déjà... apprends à écrire, mon ami, est en train de changer, puisque une flopée de logiciels arrive sur cette machine. Ah, et une flopée, alors c'est quoi une flopée? Comment ça se passe un tsunami au Japon? C'est 4 jeux? Faut m'expliquer en fait. Programmé par Hudson, bah oui, ils programment eux-mêmes leurs jeux, vu que personne veut développer sur la Super Graphics, on se demande pourquoi. Le fabricant des coprocesseurs des consoles NEC, Granzor, est le premier de ces jeux à sortir en France. Et c'est une réussite! Putain, je sais pas de quoi on parle en fait là. Au menu de ce beat'em up, alors c'est un beat'em up, hein, attention, beat'em up. Hein. C'est pas un run and gun, c'est pas un Gundam, je sais pas, c'est pas un PC Kit, c'est pas un jeu de plateforme, c'est un beat'em up. Ouais, faudra... Déjà, quand c'est un beat'em up, que t'as une arme blanche et t'as des lasers pour dégommer les gens, bon, je pense qu'il y a un problème. Au menu de ce beat'em up matinée de jeux de plateforme, putain, il y a un problème de français, le gars. De la castagne et encore de la castagne. Vous dirigez en effet. On dirige en effet qui alors? Hein? Explique-moi. Parce qu'on a un peu de mal. Hein. Alors attends, ça doit être... J'étais trop vite dans la descente, bougez pas. Vous dirigez en effet un robot qui doit se frayer un chemin vers le centre de la Terre au milieu d'une cohorte d'ennemis agressifs. Pour cela, il peut se métamorphoser à volonté en 3 robots de couleurs différentes. Chacun utilise une arme spécifique épée, l'arbalète qui tire des lasers, ou une lance. Alors la lance, c'est plus un espèce de Gon Miché qui balance, le gars, je sais pas ce qu'il a. Et possède une boîte secrète. Ça a l'air intéressant. Attends, on va lire un peu tout le test. Hein. Pourquoi s'arrêter là de si bon chemin? En si bon chemin, vu que ça a l'air hyper pertinent ce qu'il nous raconte. En frappant le sol de son épée, déclencher des semi-séismes très efficaces. Le ver a la possibilité de voler. Ah oui, c'est vrai, on peut voler avec les bonhommes là. L'astuce consiste en fait à changer de robot au bon moment. Bah franchement, j'ai fait facilement les 2 premiers niveaux. À un moment donné, tu poses la manette tellement c'est mauvais. De temps à autre, des pastilles grises vous donneront une armure protectrice. Pas d'option continue ici, mais la possibilité de récolter des vies supplémentaires. À la fin de chaque niveau... Alors, ça on l'avait dit à la fin.
Un monstre vous attend et dans la grande tradition japonaise, de nombreux coups seront nécessaires pour le vaincre. Alors le premier boss là, le colosse en argile, il est vite fait. Hein. Les graphismes sont d'une richesse étonnante. Allez, on est au-dessus de ce qui se fait sur Game Boy au moins là. Hein. La descente vers le centre de la Terre vous fait voyager dans les paysages superbes et très variés, allant des bords de mer déshumanisés. Mention particulière sur ce point en troisième niveau, les poutrelles métalliques rouillées au milieu desquelles croupit de l'eau stagnante. Au même moment, les gars, il y a quand même Splatterhouse qui sort sur PC Engine. Je pense que même Splatterhouse est plus impressionnant graphiquement que Sailor Moon là, avec son épée là. Mais c'est surtout au plan de l'animation que Grand Zord démontre les potentialités de la Super Graphics. Les personnages évoluent au milieu d'un scrolling multidimensionnel. Wow. Sur plusieurs plans, en tout point digne d'une borne d'arcade. Le tout s'effectue sans aucun ralentissement. Alors ça sera un comble d'avoir des ralentissements sur une map pareille. Alors, je rappelle juste ce qu'est donc Grand Zord, voilà. Voilà, animation, graphisme. Donc ça justifierait donc, selon le testeur, l'achat d'une Super Graphics. Voilà. Je pense que les images parlent pour elles-mêmes. J'ai pas trop de choses à rajouter de ce niveau-là. Voilà. Je pense que ce jeu il a mis un terme en fait à des gens qui se demandaient si c'était une bonne chose d'acheter une Super Graphics ou pas. Alors, je sais que dans ton estime, toi le fan de la Super Graphics, t'as été choqué en fait par tout ce que j'ai pu apporter en fait dans l'argumentation. Faut savoir que dans l'histoire du jeu vidéo, la Jaguar a eu plus d'impact que la Super Graphics au niveau des ventes, au niveau des jeux, également de certains titres phares comme Alien Predator, Rayman, etc. Il y a des très gros jeux en fait, et beaucoup plus que sur la Super Graphics. Il y a également l'évolution technologique qu'a apporté cette console-là, qui s'est vendue à hauteur de, on le voit en bas là je crois, 150 000, un peu moins de 150 000 consoles vendues dans le monde. Donc pendant la production entre novembre 93 et 96, fin 96, fin de la production en usine. Elle a eu une durée de vie plus longue également que la Super Graphics. Console 64 bits, c'est une autre époque, c'est une autre histoire. Mais pourquoi je vous compare la Jaguar et j'allais dire la Atari 2600 et la Super Graphics, c'est simplement que on méprise beaucoup la Jaguar. On la méprise beaucoup cette console. Mais la Super Graphics, ça fait pire. Voilà, les chiffres parlent. Tu peux me dire aujourd'hui, oui, au niveau du rétro gaming, cette console elle est géniale, elle est exceptionnelle. Bah en fait non, dans les faits, cette console n'est pas géniale. Elle n'a pas marqué l'histoire. Les joueurs n'en ont pas voulu. Il n'y a pas de jeu marquant spécialement plus que ça. Et pire encore, c'est qu'aujourd'hui cette console coûte extrêmement cher. Donc si tu veux t'en procurer une, va falloir casquer je ne sais pas combien, parce qu'il y a eu tellement peu d'exemplaires vendus dans le monde que pour t'en trouver une, eh ben ça va te coûter un bras. Alors Dieu merci, la Super Graphics, il y a une autre console qui a fait pire, la GX 4000. La GX 4000 d'Amstrad, sortie en septembre 90, elle a eu 1 an d'espérance de vie, fin de production 91, 15 000 consoles vendues dans le monde. Je sais pas si on imagine le désastre industriel, où au final... Bon, c'est pas dramatique pour Amstrad, parce que Amstrad, il faisait des composants informatiques, voilà, comme Atari l'a fait également. Ça n'a pas causé leur faillite, voilà. Mais ça faisait partie de leur stratégie commerciale de sortir un Amstrad CPC 6128 en format console de salon avec des cartouches. Et l'incohérence qu'il y a eu à l'époque, c'est que la GX 4000 est lancée avec des jeux qui dataient de 87. 3 ans de retard technologiquement pour des jeux graphiquement ou en face.
on rappelle juste le contexte, hein. T'as la PC Engine, t'as la Mega Drive, t'as la Super Famicom, t'as la Neo Geo qui arrive, il y a une GX 4000. Bon, c'est dur quand même, c'est très dur. Les 15 000 chiffres de vente, ça se justifie clairement. Malheureusement, voilà, par rapport à tout ce que je vous ai raconté, la Super Graphics n'a jamais été exploitée. Mais c'est parce qu'au final, elle ne se justifiait pas au niveau de l'achat pour les joueurs. Il n'y avait rien d'exceptionnel, il y avait seulement une nouvelle carrosserie. Parce que NEC, ils sont très forts au niveau de changer la couleur d'une core graphics, la mettre en orange, la mettre en gris, la mettre en noir. Au final, ça reste une PC Engine 1.2, 1.3, mais il se passe pas grand chose. Et les gens n'ont pas été dupes à l'époque, tout simplement. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là sur ce grand Zor, grand jeu, voilà, qui justifie l'achat, selon le journaliste à l'époque, de cette Super Graphics. J'espère que j'ai pas trop écorché vos souvenirs d'enfants. Pour les gens qui ont commencé l'aventure NEC par la Super Graphics, tant mieux pour eux, mais vous auriez pu acheter une PC Engine ou une Core Graphics, les gars. Vous auriez eu les mêmes jeux. C'était... Voilà. Donc, je pense que les gens, forcément, qui ont été déçus, voilà, de ce que j'ai fait dans la première vidéo, en disant « il dit n'importe quoi, il va trop loin », en fait, j'ai simplement rétabli des faits. Si vous n'avez pas envie de l'entendre parce que vous avez payé votre console 900 € sur République récemment, je peux comprendre. Ça vous fâche, ça vous froisse que en effet vous ayez payé une console 900 € avec si peu d'intérêt. Voilà. Bon les gars, je vous dis à bientôt, amusez-vous bien, profitez de vos jeux et puis jouez à Grand Zor là, surtout. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que apparemment c'est un jeu révolutionnaire exceptionnel. Allez, ciao. TurboGrafx 16. Turbo for speed.